femmes. Oui, je vais commencer rapidement. Du coup, pour vous présenter, moi je m'appelle Yann Koska, j'étais à votre place en 2018, ce qui fait déjà un petit moment. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire à Foriel, à Saint-Étienne. En ECE, ça s'appelait à l'époque, même si je crois que ça a changé maintenant, je connais plus exactement la nouvelle nomenclature. Ouais. Et après, j'ai eu TBS à l'issue de mes concours, les concours qui d'ailleurs qui sont tombés sur le Covid, donc c'était un peu spécial. Et après ça, à TBS, en M1, j'ai fait une spécialisation sur le conseil. Je suis ensuite parti 6 mois en échange au Canada. Et après ça, j'ai fait une année de césure où j'ai commencé par faire un stage en RH dans une entreprise qui s'appelle Rekit. J'ai ensuite continué par du conseil en stratégie et actuellement je suis sur ma dernière année d'études en alternance où je fais un master, enfin je suis en double master, master in management et j'ai un master of science en même temps qui s'appelle Strategic Innovation Management. En alternance je suis chez EY où je fais de l'audit des systèmes d'information, de l'audit financier et du conseil en risque. C'est un peu une triple casquette qui est super intéressante pour voir tous les différents aspects du métier. Est-ce que vous avez compris? T'es tellement dans ton monde qui est séparé du nôtre qu'on ne comprend pas tout. Donc il faudra que tu nous réexpliques quand même quelques petites choses. Parce que tu sais, nous on est loin de l'audit, de EY, etc. Je pense que c'est un peu compliqué à comprendre. Ouais, mais tu vas nous expliquer. Tu vas nous expliquer. Perrine. Je vais se présenter, je vous expliquerai après. Ouais, pas de soucis. Vas-y, Perrine. Donc moi c'est Perrine Page, donc j'étais là jusqu'en 2021. Et ensuite j'ai fait 2 ans de prépa littéraire à Foriel à Saint-Étienne, donc Hippocagne, Cagne. Et ensuite j'ai pu passer les concours des écoles de commerce. Donc après le concours j'ai intégré TBS depuis la rentrée, donc je suis en 3e année de licence, première année dans l'école. Et donc pour l'instant moi j'ai pas de spécialisation, c'est hyper général ce qu'on fait, mais je pense que je vais me spécialiser plutôt dans le marketing et peut-être un peu l'événementiel de marque, ce genre de choses. Donc pour l'instant moi j'en suis là, j'ai pas encore tout ce qu'il a. D'accord, est-ce qu'on peut peut-être parler d'abord des prépas, un petit peu de la prépa, donc tous les deux à Foriel. Yann, tu nous racontes un petit peu, donc tu sors du lycée Léonard de Vinci, tu avais fait à Bac ES. Oui, c'est ça, exactement. Après, en plus, j'ai un parcours un peu spécial parce que j'avais demandé à redoubler en première parce que j'avais commencé par faire une ES. Sauf que je me suis rendu compte que les maths, la science, déjà j'étais nul et en plus ça me plaisait pas énormément. Donc j'ai demandé à redoubler pour partir en ES. Là, tout d'un coup, ça s'est beaucoup mieux passé. Même sur les notes, je montais énormément par rapport à ce que je pouvais avoir en S. Vu que je n'étais pas forcément décidé sur ce que je voulais faire sur mon parcours, je me suis dit que j'allais continuer par une prépa parce que ça reste quelque chose de très généraliste. Bon, bref, certes, il y a une énorme charge de travail derrière quand même qui est pas très comparable, mais ça permet de développer un peu tous ces horizons. Et je me suis dit, même en continuant en prépa, que l'école de commerce ça me plaisait. Et du coup, ça s'est fait un peu tout seul en étant prépa. Et toi, Perrine, alors comment est-ce que. Donc, toi, tu as passé ton bac en 2021, donc il y avait déjà des spé. Moi, j'avais déjà les spé. J'avais spé anglais et SES en terminale. Et en première, j'avais aussi spé, HLP. Et du coup, moi, pour le coup, la prépa, au début, je voulais pas en faire. Et c'est mes profs d'ici qui m'ont dit « mais si, vas-y, tu verras, ça va te plaire ». Et finalement, j'ai bien fait de faire une prépa, puisque au début, je voulais partir en fac d'anglais. Et je me suis rendu compte pendant la prépa littéraire, donc, que je ne voulais pas être prof d'anglais. Et en fait, ce qui est bien du coup avec la prépa, et comme c'est exactement ce que Yann a dit, c'est que quand on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire, au moins ça nous laisse 2 ans de plus pour réfléchir, pour construire un peu plus un projet. Et en plus, ça nous apprend à apprendre. Et franchement, du coup, je ne regrette pas le choix de la prépa, parce que sinon, j'aurais pas pu faire une école de commerce. J'aurais été plus coincée en passant par la fac, quoi. Alors pourquoi tu as choisi une prépa littéraire ? Eh ben, prépa littéraire, parce que au début, donc encore une fois, j'étais plutôt orientée côté langue, plutôt anglais. Je pensais vraiment faire mon métier, être prof d'anglais, quoi, ou traductrice. Et finalement, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Et la prépa littéraire, en fait, elle est du coup différente de la prépa éco. Et moi, je pouvais pas faire une prépa éco parce que j'avais pas fait de maths du tout depuis la seconde. Je crois que maintenant, quelques personnes qui ont fait spé maths en première mais pas en terminale peuvent quand même intégrer
des prépas éco. Moi, c'était impossible. Et du coup, la prépa littéraire, ça m'a ouvert, en plus de m'ouvrir tout le volet littéraire, donc tout ce qui est Sciences Po, école de traduction, école de journalisme, l'ENS aussi, l'école normale supérieure. Donc c'est une école où en fait on est formé pour devenir prof, enseignant-chercheur. Et donc pendant l'école, les étudiants sont payés, ça c'est pas mal. Et donc j'ai pu passer en fait tous ces concours en même temps et en plus passer donc les écoles de commerce. Et je m'en suis rendu compte super tard que je voulais faire une école de commerce. Je m'en suis rendu compte à la moitié de ma deuxième année, vraiment au moment de s'inscrire pour les concours. Donc comme quoi, c'est jamais vraiment trop tard en fait. On peut, même moi, c'était au mois de novembre et les inscriptions c'était en décembre. Donc voilà, dans tous les cas, on peut se rattraper, on peut se réorienter et changer de parcours comme il a fait pendant le lycée. Mais je crois qu'il y a quelques. Donc là, c'est vrai que ça paraît bizarre de venir d'une prépa littéraire et d'intégrer une école de commerce. Alors si je ne me trompe pas, donc toutes les écoles de commerce ne recrutent pas des élèves qui font des prépas littéraires. Si, maintenant si. J'ai vu qu'il y a un certain nombre d'écoles de commerce qui le font et il y a des places réservées. Alors il faut voir combien il y a de candidats, mais j'ai vu qu'il y avait, je sais plus, je crois que c'était 25 places dans ce que j'ai vu dans le concours. C'est quoi le concours il y a la BCE et Écrit-Com. Oui, BCE. Dans BCE, j'ai vu qu'ils réservaient maintenant, c'est nouveau, c'est depuis il n'y a pas très longtemps. Oui. Ils prennent aussi des étudiants qui font des prépas de lettres, c'est ça. Littéraires. Il y a un certain nombre de places réservées, mais il y en a beaucoup plus pour toutes les formations. Il y en a beaucoup plus pour les prépas éco, mais proportionnellement, c'est plus simple de rentrer après une prépa littéraire. Ouais. Moi, je sais que j'ai eu des bien meilleurs résultats au concours que des amis qui étaient en éco, parce qu'il y a beaucoup moins de demandes, donc c'est beaucoup plus simple d'intégrer. C'est toute une question. Il peut y avoir 25 places pour les... Mais qu'on soit que 25 à demander. Et s'il y a 25 à demander, ben voilà, alors il peut y avoir 10 fois plus de places pour les prépas éco, et finalement beaucoup plus de personnes qui demandent. C'est une question de rapport, quoi. Et vous n'avez pas les mêmes épreuves. On a certaines épreuves en commun, quelques-unes. Tu te souviens ce que tu as eu comme épreuve pour intégrer Pour les écoles de commerce, donc j'ai passé le concours de l'ENS, qui est donc un concours où j'avais toutes mes matières de prépa littéraire, donc anglais, philo, littérature, histoire, géo et spécialité anglais, parce qu'on doit choisir une spécialité en prépa. Et en plus, du coup, j'ai passé quelques épreuves. J'ai repassé 2 épreuves d'anglais, 2 épreuves d'espagnol et une épreuve de contraction de texte. Enfin, c'est un truc qu'on apprend à faire en prépa de toute façon. Donc en fait, j'ai dû repasser que 5 épreuves et j'ai eu aucune épreuve qui était tout ce qui était maths, économie. Je les ai pas eues. Ils ont pris mes notes du concours de l'ENS et ils ont transformé. Ils ont ajouté des épreuves particulières. C'est ça. Alors que Yann, toi, tu as dû avoir d'autres matières. Donc c'est pas le même. En fait, on rentre dans la même école, mais on n'a pas les mêmes matières c'est ça. Au concours. On a que les langues et la contraction de texte en commun. Des matières communes. C'est ça. Et puis après, il y a d'autres choses. Donc c'est là qu'il faut peut-être regarder ce que vous êtes bon, ce que vous aimez. Alors tu te souviens, Yann Oui, nous, sur les matières qu'on avait, c'était déjà maths. Il y a beaucoup d'épreuves de maths, des dissertations d'économie, dissertations de culture générale, ce qui reste quand même beaucoup de la philosophie. Et après, c'est les langues anglais, espagnol, ou selon ce que vous choisissez, ça peut être allemand aussi, ou n'importe quelle autre langue, que ce soit russe, arabe, etc. Il y a tout qui est disponible au concours. Après, c'est vrai que c'est des épreuves quand même qui sont assez lourdes. Notamment quand on veut essayer d'aller sur des écoles comme le Top 3, HEC, ESCP ou ESSEC, où là, ils ont ce qu'on appelle les maths HEC et les maths ESSEC 2, ce qui sont des épreuves, déjà que moi j'étais pas non plus très très fort en maths. Disons que je crois que j'ai eu 1 et 2 au concours sur ces épreuves-là, donc c'est pas énorme. Mais après, on peut très vite se rattraper sur les autres épreuves derrière. Notamment en culture générale, si on se débrouille bien, si on arrive vraiment à bien construire tout notre raisonnement autour d'une problématique, on peut très vite avoir des bonnes notes, parce qu'en plus la notation ne se fait pas forcément sur des points au concours, ça se fait, ils pondèrent en fonction des copies, c'est-à-dire que toutes les copies peuvent rentrer dans un écart type. Du coup, généralement, si vous êtes dans un paquet de copies qui est très faible et que vous êtes dans une copie qui est plutôt bonne, vous avez tendance à augmenter très très vite la note, à aller sur une note genre comme 17, 18, alors que votre copie ne vaudrait pas forcément ça, mais ils sont obligés de mettre des notes comme ça pour avoir une bonne pondération sur le niveau des copies.
Alors justement, la question qui fâche, c'est un peu les maths, parce que c'est un peu ça la différence. Il y a l'éco, mais je pense que de toute façon, tous les deux, vous en saurez bien sortir en éco. C'est surtout par rapport aux maths. Et toi qui as l'expérience des maths en prépa, Yann, est-ce que c'est insurmontable? Est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas insurmontable, ça demande beaucoup de travail. C'est vrai que c'est difficile parce que ça n'a vraiment rien à voir avec le lycée. Moi, je me rappelle au lycée, en terminale, je devais être à 18 ou 19 de moyenne en maths. Alors attention, c'est pas pour le rabaisser, mais c'était des maths du bac ES, parce que maintenant, ceux qui font maths, c'est quel que soit, c'est les maths de la filière S, quoi, en fait. Tu comprends? Parce que toi, tu as fait un bac ES, oui, mais... c'était pas le programme. Mais bon, je veux pas dire, t'aurais pas été bon. Ça reste très poussé parce qu'au bout d'un moment, en fait, on n'a même plus de chiffres. C'est tout simple, il n'y a même plus de chiffres dans les maths qu'on fait. On a tendance à avoir des choses très théoriques. Mais après, c'est ce que nous disaient les profs. C'est qu'au bout d'un moment, on a les connaissances, on a les définitions derrière. On peut toujours réussir à gratter des points par-ci, par-là. Et en fait, on peut s'en sortir. Mais c'est vrai que ça demande... les maths, c'est vraiment, pour moi, la partie qui demandait le plus de travail. Parce qu'il faut en fait tout le temps suivre. À chaque fois qu'on a un cours, il faut le revoir dans la soirée, refaire tous les exercices jusqu'à ce qu'on comprenne bien ce qu'on a réussi à faire. Non, c'est sûr que les maths demandent beaucoup de travail. Mais après, bien évidemment, je pense qu'il y a toujours des personnes qui ont certaines facilités à comprendre sur les maths. Mais après, il ne faut pas non plus se dire que si on n'est pas bon en maths, c'est impossible de faire une prépa. J'en suis l'exemple en soi. Je pense que sur mes 2 années de prépa, ma moyenne de maths devait tourner à 7 ou 8. Bon après, faut vous dire quand même que les notes sont très très différentes. C'est-à-dire que pour HEC, 14 de moyenne, vous êtes à HEC. Donc des notes, dès qu'on commence à être au-dessus de 10, ça commence à être des bonnes notes en prépa. Et après, pour aller chercher l'excellence, c'est bien évidemment au-dessus de 15. Mais on peut, clairement, je connais personne qui a été bon dans toutes ces matières et qui a raflé sur toutes ces matières, qui a eu HEC directement en ayant des notes de malade. Mais non, il faut savoir, il faut juste connaître ses points forts, continuer à les travailler et aussi faire l'effort sur ses points faibles. Ça demande quand même beaucoup de travail derrière. Mais la prépa, c'est une vraie expérience. Moi, je sais que ça m'a permis de beaucoup évoluer, rien que personnellement, sur comment on a tendance à voir le monde autour de nous. Parce que mine de rien, on est très ancré sur l'actualité, notamment sur les sujets d'économie. Donc c'est vraiment le côté qui est super intéressant avec la prépa et c'est pour ça que je la conseille à qui veut la faire. Si vous avez l'occasion d'en faire une, faites-le parce que vous n'avez rien à y perdre. Oui, HEC, parce que vous savez ce que c'est HEC? Non. C'est une grande école de commerce. La meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Et HEC, c'est la première et c'est la meilleure au monde aussi au passage. Ouais. Alors justement, par rapport au prépa, comment, donc là tu nous as parlé du contenu, est-ce que, tous les deux, Perrine, peut-être tu peux nous expliquer un peu comment tu l'as vécu, parce que on a tendance à voir ça, on sort pas du tunnel, c'est l'horreur. Donc vous qui en êtes sortis. Déjà, je pense qu'il y a différents types de prépa aussi, c'est bien de resituer. Nous, on a fait Foriel, moi, je pense qu'il a dû avoir la même expérience, mais Foriel, c'est une prépa qui reste assez familiale et qui est vraiment dans l'entraide. Et c'est pas la prépa caricaturale de tout le monde se tire dans les pattes, on va voler les copies des autres, je ne sais quoi. Non, c'est la classe contre les autres classes et le but, c'est de se tirer vers le haut tous ensemble. Les profs sont bienveillants. Ça, c'est super important parce qu'un prof moi, je sais qu'un prof qui m'appuie sur la tête tout le temps, ça me donne pas envie de travailler. À Foriel, en tout cas, ils n'étaient pas du tout comme ça, aucun. Et c'était vraiment là pour nous accompagner et pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc déjà, je pense que l'encadrement de travail à Foriel était très favorable pour bien réussir sa prépa. Et ensuite, en fait, on est un peu en dehors du monde pendant 2 ans. C'est vrai que c'est assez spécial. C'est un rythme de travail qui est hyper important. Mais en fait, je trouve qu'on prend très vite le rythme. Et comme tout le monde autour de nous est dans la même classe, on est tout le temps ensemble, il y a ce truc de tout le monde bosse. Et donc, on ne se rend même pas compte, en fait, qu'on fournit autant d'efforts. Ça demande beaucoup, ça demande du temps, de l'investissement, c'est sûr. Mais quand on est embarqué dans le truc, en fait, ça roule tout seul, ça se fait. C'est faisable, on apprend à le faire. Et en fait, et moi, je sais que cet été, je ne savais pas quoi faire. À partir du moment où j'ai fini mes concours, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'avais plus rien à faire. Et en fait, j'avais oublié ce que c'était d'avoir du temps libre et rien à faire. Mais en fait, c'est totalement faisable. Et on est plein à le faire et ça se passe très bien.
Et même si ça se passe pas bien, les profs sont là pour en parler, les autres élèves sont là. Donc en fait, c'est pas un truc qu'on fait tout seul. Et moi, en tout cas, je l'ai bien vécu. Et pareil, je le recommanderais, alors qu'au début, j'avais pas du tout envie de faire une prépa. Et finalement, on en apprend énormément sur soi, on grandit énormément en 2 ans. Je pense que personne ne ressort en étant la même personne que quand il est entré en prépa. Et franchement, ouais, c'est une très très bonne expérience. Et Yann, toi, comment tu l'as... Moi, si je peux parler sur mon expérience, pareil, ça s'est très bien passé. Déjà, je me suis fait des amis que je garde pour la vie, je les vois encore maintenant, parce qu'on vit tellement toutes les épreuves ensemble, même le moment des concours. Moi, je me rappelle ce moment avant les concours, du coup, qui a été pendant le Covid, enfin à la fin du Covid, à la fin du confinement. On s'est retrouvés avec un groupe de 4 amis dans un appartement pendant 1 mois à faire du 9h-18h, voire 19h-20h tous les jours, à travailler ensemble. Et c'est vraiment des choses qui soudent énormément. Et même, je pense qu'il y a des personnes qui, bien évidemment, l'ont beaucoup moins bien vécu, parce que c'est quand même, ça peut être compliqué le moment quand on voit qu'on a passé énormément de temps à travailler sur un sujet, et que là on arrive, que ce soit sur un devoir surveillé, ou sur ce qu'on appelle les cols, qui sont des oraux qu'on a 3 fois par semaine, où on a de la préparation, et après on passe à l'oral pendant 10 à 20 minutes, devant... c'est même pas forcément des profs, d'ailleurs ça peut être des personnes de l'université qui viennent justement faire passer ces cols. Et ça peut être un peu ingrat parce qu'on va passer beaucoup de temps à travailler un sujet pour au final se taper une bâche derrière. Mais faut se dire que ça fait partie du processus et que de toute façon, quoi qu'il se passe à la fin, on en sortira. Même si j'ai quand même des exemples d'autres personnes que je connais qui l'ont mal vécu parce qu'on a quand même des profs qui sont qui connaissent très très bien leur sujet. Ils sont tous agrégés, ça fait plusieurs années qu'ils enseignent, et moi je me rappelle de personnes qui sont quand même, c'est déjà arrivé, bon c'est pas pour vous d'écouter, c'est juste pour un exemple, hein. Mais je me rappelle de personnes qui sortent de colle en pleurant parce qu'elles ont passé 2-3 jours à travailler sur un sujet, et ils arrivent, au bout de 5 minutes, le prof les interrompt en disant non mais c'est complètement hors sujet, je vais vous reprendre le truc de A à Z. Après c'est des mots qui peuvent être durs à entendre, mais c'est des mots justes. Et c'est ça, il faut réussir à faire la part des choses, à pas prendre les choses personnellement. Et de toute façon, les profs sont là que pour nous faire progresser. Et c'est ça qu'il faut entendre surtout. Perrine ? Moi, je l'ai vécu au sortir de colle en pleurant, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais On en rigole aujourd'hui, mais sur le coup, ça devait pas être drôle. Mais... Sur le coup, c'est pas drôle, mais en fait, on se rend compte que c'est pas la note qu'on a... Enfin, après, ça, c'est le chemin qu'on fait pendant 2 ans. C'est sûr que les premières notes... Enfin, moi, ma première note de prépa, je l'ai récupérée, j'ai pleuré parce que j'avais 17 de moyenne au lycée. J'arrive en prépa, je me tape un 6. Bon, c'est pas pareil. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est pas la note en soi, c'est l'évolution qu'on a entre la première et la dernière note. Et c'est pas en 1 an, c'est en 2 ans. C'est vraiment ça. C'est de ta première note de première année à ta dernière note de deuxième année, surtout au concours en fait. Et l'objectif, c'est pas d'avoir la meilleure moyenne de la classe, c'est sûr, ça donne un bon indicateur pour le concours et pour les écoles auxquelles on peut prétendre. Mais en soi, c'est pas ça qui va faire notre réussite. Je sais que j'étais loin d'être la meilleure de la classe. Moi, j'étais dans le milieu. J'avais 10 de moyenne, donc ça allait. Mais et finalement, j'ai très bien réussi. Et au concours, moi je parle du concours de l'ENS parce que c'est côté littéraire, mais j'ai bien mieux réussi que des personnes qui étaient meilleures que moi pendant l'année. Donc en fait, ça dépend de son investissement pour le concours, ça dépend de plein de facteurs aussi, de comment on se sent le jour du concours, du sujet. Donc en fait, les notes en soi et même l'école, tous les entretiens qu'on a pendant 2 ans, c'est fait juste pour nous préparer au moment du concours. Et donc forcément, c'est dur, forcément, on pleure. Mais maintenant, je suis très contente et je m'en souviens même. C'est ça. Et là, quand il a dit qu'on sortait de colle en pleurant, ça m'a fait rire parce que oui, ça m'est arrivé ma première année, je suis sortie plusieurs fois de colle en pleurant. Et en fait, déjà en deuxième année, on se rend compte que bon, ça valait pas la peine de pleurer en fait, c'était pas si grave. Et puis au final, maintenant c'est drôle. Vous avez des questions sur la prépa? J'ai une question, c'est que pendant ces 2 ans, imaginons vous avez une passion, que ce soit sportive ou autre. Est-ce que vous avez le temps de pratiquer ou c'est vraiment consacré? Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai pris le temps. Je sais qu'il y en a qui ont tout arrêté. Moi, j'arrivais pas à travailler sans... Enfin, je pouvais pas travailler tout le temps. Il fallait quand même que j'ai des moments de pause et des moments que je prenais pour moi, pour faire autre chose. Je fais de la boxe, je fais de la musique. J'ai continué les 2, alors un peu moins qu'avant.
J'ai un peu plus repris depuis, mais j'ai pas lâché. Et en soi, c'est contre-productif de tout arrêter. Parce que si tu sors jamais la tête de l'eau, en fait, au bout d'un moment, t'en as trop et ça rentre plus. Donc, c'est quand même important aussi de garder justement tes passions, tes trucs. Alors, si c'est un truc qui prend vraiment énormément de temps, où tu as des entraînements 3-4 fois par semaine, ça va être compliqué, c'est sûr. Mais garder du loisir, prendre un moment, un après-midi le week-end, enfin, ça se fait. Et il faut le faire, surtout. C'est exactement, si je peux rajouter quelque chose. Moi, je sais que j'avais un ami qui était champion de France de force athlétique. Donc lui, vraiment, il se la donnait énormément à la muscu. C'est quelque chose qu'il a pu continuer. Et ça dépend de l'organisation de chacun. Faut arriver à faire la part des choses, à bien s'organiser. Et en fait, tout dépend de la personne. Moi, je sais que je faisais beaucoup de rugby avant. Malheureusement, arrivé en prépa, j'ai arrêté, mais c'est parce que aussi mon club avait coulé, donc c'était un peu problématique par rapport à ça. Mais non, c'est totalement possible de continuer sur ses passions. C'est juste une question d'organisation. Okay. Et c'est même recommandé, il y a des prépas où ils vous imposent une pratique sportive, enfin c'est peut-être pas le cas. Nous c'était pas imposé, mais il y avait le sport. Moi justement j'ai pu continuer à faire de la boxe pendant 2 ans à Forial avec des autres élèves de prépa. On se retrouvait tous les vendredis soirs pour se taper dessus, pour décompresser de la semaine. Donc oui, c'est même conseillé. Ouais. C'est vrai que les profs le disent. Les profs disent de bien dormir, bien manger et aussi faire du sport et tout. Enfin... Vous avez des questions? Et si on sait ce qu'on veut faire, par exemple du commerce, est-ce que vous conseillez un truc général pour 2 ans? C'est pas trop long? En fait, ça dépend quelle école de commerce tu veux faire. Si tu veux faire une grande école, faut passer par la prépa ou par. On peut aussi rentrer dans certaines écoles par des BTS ou des choses comme ça. Là, je suis pas très renseignée, donc je pourrais pas vous dire énormément de choses dessus. Après, c'est sûr que tu peux rentrer directement en bachelor en école de commerce. Ce sera pas les mêmes écoles, ce sera pas les mêmes diplômes. Donc c'est à toi de voir. Et puis il y a aussi faut prendre en compte l'aspect financier. Parce qu'une école de commerce, c'est quand même 15 000 € par an. Si tu rentres en 3e année, ça fait 45 000 €. Si tu rentres en première année, tu rajoutes 30 000. Enfin, ouais, 30 000. Et c'est surtout que le passage du bachelor au programme grande école n'est pas assuré. Oui. Il faut quand même passer tous les concours qui s'appellent des concours passerelles ST. T'es pas sûr de les avoir. On peut faire en venant de licence, de BTS ou en venant de bachelor aussi. Après, c'est une voie qui est entre guillemets plus, je vais pas dire plus simple, mais c'est une voie où on va quand même passer moins de temps sur le travail. Faut juste être là pour les concours et c'est totalement possible de faire ça. Et au final, moi je crois qu'à TBS c'est moitié-moitié, il y a moitié prépa et moitié de personnes qui viennent des concours passerelles, ST1 ou ST2. Par rapport à l'aspect financier, est-ce que vous avez des aides, que ce soit des bourses ou le fait de faire son école de commerce en alternance aussi? Ouais, moi du coup c'est ce qu'il fait en M2 et moi c'est ce que je vais faire dès l'année prochaine pour avoir à payer qu'1 an parce que financièrement, faire un prêt de 45 000 €, je me voyais pas faire ça à 19 ans. Après, c'est libre à chacun et les écoles mettent en place aussi certaines aides. Alors, si t'es boursier déjà, dans tous les cas, tu as des réductions sur les prix de l'école. Nous, je sais qu'à TBS, il y a une possibilité d'avoir une bourse solidaire en plus. J'ai fait la demande, je ne sais pas encore si je vais l'avoir. C'est sur dossier après, voilà, c'est différentes choses. Il y a des aides, après, il y a des banques partenaires dans tous les cas pour faire des crédits s'il y a besoin. Mais c'est pour ça que ça se regarde et le choix d'alternance, le choix de partir ou pas en université partenaire en 2e année, c'est toutes des choses qui se font malheureusement un peu avec le budget parce que faut faire ses choix quoi. Ouais. Et vous connaissez des gens qui ont fait des facs, est-ce que vous êtes au même stade maintenant ou vous êtes avantagé en ayant fait? Est-ce que vous en connaissez à TBS qui sont allés à l'université, qui sont venus en admission sur titre, c'est ça, AST, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Moi j'en connais plusieurs. Moi, pas trop. Je sais pas si on peut parler d'un avantage, mais disons que sur les CV, c'est ce que nous disaient beaucoup les profs en prépa déjà, et c'est quelque chose qu'on a quand même tendance à retrouver, c'est que quand on voit l'employeur va voir sur le CV qu'on a fait une prépa, il sait qu'on est capable de travailler et qu'on a une bonne méthode de travail, qu'on est rigoureux dans ce qu'on fait, et ça attire l'œil directement. Mais je pense pas non plus qu'il y ait, dans l'école en elle-même, il n'y a pas vraiment d'avantage. Sur les matières, j'ai même tendance à dire que peut-être que ceux qui ont fait des BTS doivent être plus avantagés que nous parce que c'est beaucoup des matières qui vont tourner autour de la gestion, que ce soit
Ouais, de la finance aussi, etc. Mais disons que c'est pas non plus un avantage énorme parce que c'est pas des cours qui sont très très compliqués. Faut juste être là et suivre en cours et vous avez pas besoin de rentrer chez vous et de travailler le cours. Ça va vraiment pas être des choses qui vont être très très difficiles, que vous allez avoir du mal à comprendre. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'avantages ou de désavantages en ayant fait prépa par rapport à ST sur les cours. En fait, c'est assez complémentaire. Enfin, parce que eux, ils ont plus l'aspect déjà théorique qu'ils ont fait en cours et c'est des cours qu'ils revoient. Et d'un côté, du coup, ils s'ennuient un petit peu certains. Enfin, j'en connais quelques-uns et en cours, ils sont pas très intéressés parce qu'ils ont déjà un peu fait ça les années d'avant. Moi, en tout cas, venant d'une prépa littéraire où j'ai fait aucune des matières que je fais maintenant, c'est totalement faisable, c'est accessible. En plus, moi j'ai eu du soutien en maths en début d'année exprès pour les littéraires. Donc c'est complémentaire parce que nous on sait travailler et eux ils ont les cours théoriques. Donc il n'y a pas d'avantage à avoir fait l'un ou l'autre. C'est des concours différents, ça dépend de toi, comment tu le sens et ce que tu te sens prête à faire. Et alors beaucoup justement tes cours en première année là, d'école. Ouais. Donc attention, alors là ils sont dans le cursus grande école. Enfin, moi je suis assez frileuse par rapport vous savez, au bachelor. Hein. Oui. Je trouve que c'est très très cher, c'est trop cher. Si tu payes 15 000 € oui, pour non, faire un bachelor. c'est la même chose qu'un. Faut passer par un BTS, pas passer par le bachelor. Moi, je pense que ça sert à rien de passer en bachelor. Ça sert à rien de rentrer en bachelor. Les bachelors, c'est un peu la même chose, je considère, c'est un peu ma manière de voir la chose, et je considère que c'est un peu le PGE en mode cheap, parce que déjà c'est un bachelor qu'on a au bout, c'est pas du tout un master, c'est beaucoup moins reconnu, il y a beaucoup de métiers du commerce auxquels on ne va pas pouvoir accéder qui sont accessibles qu'en ayant des masters. Non, c'est donc, ça. Je conseille vraiment pas de faire un bachelor. Non, je conseille pas non plus. HEC qui a lancé son bachelor. Oui, mais toutes les écoles ont des bachelors, mais en fait. C'est une source de revenus pour eux. C'est ça, mais en soi, la qualité de l'enseignement n'est pas meilleure qu'à l'université ou. Donc, voilà, école de commerce, moi je vous dis, regardez. C'est les grandes écoles. C'est ce qui est reconnu et de toute façon, c'est même à l'international, en fait, en soi, le cursus grande école parle pas beaucoup. Ça dit pas grand-chose. Après, c'est les masters qu'on fait, c'est les spécialités, c'est les Master of Science. Il en a parlé tout à l'heure. En fait, le Master of Science, c'est des masters qui sont reconnus à l'international. C'est un peu les masters les mieux reconnus. Ouais, à l'international. Et à TBS, en tout cas, tout le monde est double diplômé. Donc il y a une grande partie des étudiants qui ont fait un MSc du coup. Et ouais, c'est ce qu'il faut regarder. Il faut regarder surtout les masters et pas les bachelors. Les bachelors, ça sert à rien. Et oui, de toute façon, ce qui est très reconnu de toute manière à l'international, c'est les accréditations. Oui. TBS, ça fait partie des écoles qui sont triple accréditées, c'est EKI, MBA, et je ne me rappelle plus la troisième. Et c'est ce qui est reconnu à l'international parce que sur toutes les écoles de commerce dans le monde, on n'a qu'un seul % qui ont la triple accréditation. Et c'est vraiment ce qui fait, entre guillemets, argument d'autorité sur le CV quand on a fait une école qui a ces accréditations. Mais c'est que sur les programmes master. Oui, c'est sur le master et c'est que sur donc les grandes écoles. Parce que donc il y a des écoles aussi, il faut faire attention parce qu'il y a des écoles de commerce qui sont pas vraiment des écoles de commerce, qui sont en soi des écoles, qui font pas partie de la confédération, la conférence des grandes écoles. Il y a une association des grandes écoles et c'est la conférence des grandes écoles. Et c'est là le label de qualité. C'est ça. Et la triple accréditation surtout. Il y en a beaucoup, si on passe par une prépa et qu'on fait le concours BCE ou Écricom, de toute façon la majorité, il y en a beaucoup qui ont la triple accréditation. Après, le choix de l'école, ça peut se faire au classement, ça peut se faire aussi en fonction des masters. Je sais que moi j'étais prise à Neoma, donc une école qui est mieux que TBS, mais comme je voulais faire de l'alternance et comme tout le monde était forcément double diplômé à TBS, j'ai choisi d'aller dans une école qui était 2 places en dessous dans le classement, mais qui correspondait plus à mes attentes, quoi. Donc, et alors, qu'est-ce que tu as comme cours cette année Dis-nous un petit peu. Alors cette année, là ça va changer, je vais avoir des nouveaux cours à partir du mois de janvier. Donc la première année à TBS, c'est pareil pour tout le monde? C'est pareil pour ceux qui arrivent dans le tout le monde. Ouais. Alors il y a juste une distinction, c'est qu'il y a le programme en français et le programme en anglais. Moi j'ai fait le programme en anglais, donc j'ai aucun cours en français, tout en anglais avec des profs internationaux. Après ça c'est au choix, on n'est pas obligé de le faire et en vrai ça se passe bien pour tous ceux qui ont choisi ça. Et en gros, j'ai des cours d'économie, de droit, de business analytics, donc c'est de l'analyse de données, de data,
J'ai de l'anglais, de l'espagnol toujours. J'ai du cours de développement durable. J'ai eu du cours de gestion de projet, management de projet. En fait, c'est des cours qui sont très généraux pour poser les bases ensuite et pour pouvoir après choisir ce qu'on veut. Et en cours, vous êtes combien? Ça dépend des cours. Moi, du coup, je suis donc en English Track. Dans la section, on est 72, il me semble. Et après, on est très souvent en demi-groupe. En fait, on est une trentaine, souvent. Et des fois, on a des cours en amphi, qui sont des cours... bon, c'est pas les cours les plus intéressants, c'est des PowerPoint, en gros, et le prof qui explique son cours. Mais après, il y a des... Ouais, on est très souvent en demi-groupe et on a aussi des projets à 5 ou 6 dans l'année. Enfin, beaucoup de projets de travail en groupe pour apprendre justement à travailler avec les autres et pour déjà un peu se projeter sur le monde de l'entreprise où on doit travailler avec des gens avec qui on n'a pas forcément d'affinité, parce qu'on ne choisit pas nos groupes. Enfin, voilà. Et globalement, ouais. Donc c'est plutôt commerce, économie. On a des cours aussi de vente et négociation, enfin ce genre de choses, en première année. Et moi, après, si je me compare avec les cours que j'ai en toute dernière année, ça n'a rien à voir. Déjà, en fait, c'est vu que je suis en alternance. À chaque fois, c'est un rythme d'à peu près une semaine en cours, 3 semaines en entreprise. Mais bon, c'est assez changeant. Il y a des moments où je pars 2 semaines en cours et je pars 4 semaines en entreprise. Bon, ça alterne un peu tout le temps. Et c'est à chaque fois c'est des modules de 2 jours et demi, à chaque fois avec des intervenants d'extérieur d'entreprise. La dernière fois, on avait des anciennes personnes de TBS qui travaillaient à Thales depuis plusieurs années, à Safran. Ils viennent un peu de tous les domaines. Et vu que les masters en scène, c'est quand même très précisé sur quelque chose, nous, ça va être de la stratégie digitale, la digitalisation, comment on introduit le changement dans une entreprise, comment on va essayer de, je vais pas dire révolutionner parce que c'est vraiment un grand mot et c'est un peu bullshit, mais comment on va essayer de faire en sorte que l'entreprise évolue dans le bon sens et en accord avec son temps. Et c'est très précis et du coup c'est plus du tout généralisé dans la année. Donc là, tu ne payes pas les 15 000 € cette année? Non, c'est l'entreprise qui paye. Et tu as une rémunération par entreprise? Oui, bah là du coup en alternance, je suis rémunéré 1 600 €, ce qui est, je crois que le minimum ça doit être 1 300 normalement, mais vu que quand même en entreprise, notamment dans les cabinets d'audit, il y a un peu plus de travail, il va augmenter la rémunération pour être quand même un peu plus attirant. Et ce qui est surtout intéressant derrière, c'est qu'il y a l'opportunité pour avoir un CDI si on fait bien la chose. Parce que disons que l'entreprise va prendre du temps pour nous former. Moi je sais que je suis arrivé fin août, j'ai eu 3 semaines de formation pour commencer, donc 1 semaine en entière où on est parti en Ardèche faire un séminaire. Du coup c'est vraiment un investissement de l'entreprise envers nous dès l'alternance pour ensuite nous garder en CDI et pas avoir à refaire tout ce processus de formation. Donc là c'est la première année que tu fais de l'alternance? Oui, c'est ça. Donc tu as fait 2 ans... Et juste avant... Ouais. C'est ça, j'ai fait 2 ans, j'ai fait une année de césure aussi. Ah. Et sur les deux premières années, je suis parti 6 mois au Canada en université partenaire. Donc la première année à TBS, c'est déjà parti? Non, c'est en deuxième année. Donc la première année, tu as fait comme Perrine, enfin vous faites c'est forcément l'année complète à Toulouse, formation classique générale. Et après, grâce à l'école, tu as pu partir au Canada? C'est ça, j'ai fait un premier semestre sur mon M1, j'ai fait un premier semestre à Toulouse où je suis resté à Toulouse. Et après, je suis parti au Canada pendant 6 mois dans une ville qui était très très sympa. D'ailleurs, je recommande vraiment le fait de partir en université partenaire. Ça permet vraiment d'ouvrir ses horizons et de voir un peu comment est la vie ailleurs. Même si, bon, je vais pas vous mentir, au Canada, il faisait moins 35 vu que je suis parti en hiver. Donc là, c'est sûr qu'on sent le froid et on sent les horizons différents. Mais non, c'est vraiment recommandé de partir en université partenaire. Je sais que j'ai plusieurs amis qui font ça et honnêtement, je le recommande pas. C'est-à-dire qu'on a un autre campus à Barcelone. Et disons que quand on n'a pas trop des bonnes notes au partiel, il y en a beaucoup qui vont avoir tendance à aller à Barcelone. Mais je trouve que c'est pas super parce qu'on a beau être dans un pays étranger, on reste quand même tout le temps avec les mêmes gens, on découvre pas de nouvelles personnes, on s'inspire pas de la culture locale, on la comprend pas du tout parce qu'on reste tout le temps avec notre groupe. Donc si vraiment je peux conseiller quelque chose, c'est de partir loin et seul.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'école TBS? Non? Est-ce que ton année de césure, c'était en quelle année? C'était l'année dernière. Du coup, j'ai fait à Paris. J'ai commencé par faire des ressources humaines dans une entreprise qui s'appelle Rekit, qui est une entreprise de pharmacie. C'est une entreprise qui a Nurofen, Dafalgan, tous les médicaments comme ça. Mais bon, disons que ça m'a pas beaucoup plu. Après, je me suis orienté sur du conseil en stratégie, où, pour vous expliquer rapidement, le conseil, vous entendrez de façon beaucoup parler, je pense, si vous allez en école de commerce ou si vous travaillez dans le commerce. C'est dès qu'une entreprise va avoir un souci qu'elle ne peut pas résoudre avec ses ressources internes, elle va faire appel à un prestataire externe. Et il y a plusieurs types de conseils. Il y a le conseil en technologie, où là, ça va vraiment être sur des problèmes technologiques. Les systèmes d'information, on peut avoir des soucis dessus, etc. On va aller voir un prestataire externe qui va nous aider à les résoudre. Conseil en management, où là c'est vraiment au niveau du management de l'entreprise. On va avoir tel souci, bon, on va aller voir le prestataire qui nous aidera à résoudre ça. Et conseil en stratégie, c'est le niveau où là carrément on est sur la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire sur tant d'années, comment on va faire pour évoluer, qu'est-ce qui va nous arriver. Et là vraiment on va designer tous les plans pour aider l'entreprise à se projeter dans le futur, à vraiment établir une vraie stratégie. Et ça, c'était vraiment un côté intéressant, parce que même en étant en stage, j'étais dans les comités de direction, les comités exécutifs de l'entreprise qu'on conseillait. Donc là, on est vraiment avec, entre guillemets, le top management, où on voit vraiment comment ça se passe au cœur de l'entreprise, tous les conflits qu'on peut avoir et comment on peut interagir là-dedans. Et c'était vraiment un stage super. Par contre, c'était une charge de travail qui était quand même assez lourde, parce que je finissais tous les jours à 20h à peu près. Ça m'est déjà arrivé de finir à 2h du matin, parce qu'on a des deadlines qui sont très importantes. Mais bon, après, c'est très formateur. Alors il y en a, je vous avais dit je t'avais dit qu'on avait rencontré un ancien élève qui est dans la même entreprise que toi à Lyon. Et il nous a dit qu'il, lui, en général, c'était beaucoup des jeunes qui travaillaient dans cette entreprise, en conseil, etc. Et qui restaient 2-3 ans, enfin 3 ans. Et qu'ensuite, c'était un tremplin pour faire d'autres choses. Donc c'est pour ça. Est-ce que toi, tu le vois comme ça aussi ou Oui, totalement. Là, du coup, moi, c'était mon ancien stage et actuellement, c'est ce que je fais. Je suis beaucoup plus dans l'audit. L'audit, pour vous expliquer rapidement, toute entreprise qui a plus de 50 salariés, 8 millions de chiffre d'affaires ou 4 millions d'euros de bilan est obligée d'avoir un audit financier, c'est-à-dire qu'elle fait appel à un cabinet qui va venir examiner tous ses rapports financiers pour dire qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a aucun souci. Et ensuite, elle va publier le cabinet va publier ses résultats. C'est ce qu'on appelle les commissaires aux comptes vont signer et ça va être rendu public pour dire que ok, vous pouvez investir dans cette entreprise, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque de faillite ou quoi que ce soit. Et donc c'est bon, et ça c'est vraiment le cœur de l'activité. C'est un marché énorme parce que c'est obligatoire. Moi c'est dans ce domaine-là que je travaille. Après c'est un peu plus spécialisé parce que moi je suis sur l'audit des systèmes d'information, où là c'est un peu vraiment l'audit financier, où on va dire que dans tous les systèmes d'information de l'entreprise, il n'y a aucune fraude qui peut être faite, il n'y a personne qui peut intervenir sur les données sont fiables, et après l'audit financier va examiner ces données que nous on a certifiées comme quoi elles étaient fiables. C'est l'État, c'est les institutions, c'est l'État qui vous demande de certifier les... C'est légal, c'est légal. C'est une obligation légale, et c'est les entreprises du coup qui viennent nous voir pour avoir ça. Par exemple, et c'est obligatoire d'ailleurs au niveau mondial, c'est dans tous les pays qu'il y a ça. EY fait partie de ce qu'on appelle le Big Four, c'est-à-dire que c'est les 4 plus grosses entreprises d'audit et de conseil au monde, avec KPMG, Deloitte, Price et EY. Du coup, c'est ces 4 entreprises. Et de toute façon, si vous travaillez dans le commerce, vous entendrez parler. C'est une obligation légale. Oui. On n'a pas le choix de le faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de contrôle sur ça derrière. En France, c'est ce qu'on appelle le haut commissaire aux comptes, le H3C, qui va parfois venir ok, vous avez fait cette mission, on va voir si vous avez bien fait signer le compte. Et quand il y a des soucis, après, ça peut aller très très mal. Comme on a eu l'exemple en 2021 avec une entreprise qui s'appelle Wirecard en Allemagne, où c'est EY qui a certifié les comptes. L'année qui suit, l'entreprise a fait faillite. Du coup, EY a pris une interdiction d'avoir des nouveaux clients en Allemagne. Ce qui est une énorme perte pour le business. Comment ? Faut pas se tromper alors.
Oui, c'est ça, exactement. Faut être c'est très très rigoureux comme métier. Parce que si le commissaire aux comptes, qui est du coup le partenaire, je vous expliquerai rapidement après comment c'est fait très pyramidal dans l'entreprise. Mais si le commissaire aux comptes ici et que dans l'année suivante, l'entreprise fait faillite ou qu'il y a des détections de cas de fraude qui n'ont pas été relevés, ça revient directement, c'est la responsabilité du cabinet d'audit qui est mise en compte et la responsabilité de la personne qui a signé, et c'est du pénal. Du coup, ça veut dire que la personne va en prison si elle a signé un truc qu'elle ne devait pas signer. Donc c'est très très rigoureux comme métier et dans la manière à faire. Et Perrine, tu nous disais toi ce que tu veux faire, enfin, vu ton projet, c'est quoi après l'école? Moi du coup c'est très très différent. Moi, oui, mais ça montre aussi que... C'est ça, c'est très large. Oui, il y a tous les parcours qui sont possibles dans le commerce, c'est ça qui est intéressant. Et pour l'instant justement, moi je suis pas encore 100% fixée sur ce que je vais faire. J'ai un stage là en fin d'année justement qui va m'aider un peu à... Je suis en train de chercher d'ailleurs l'entreprise dans laquelle je vais le faire. Mais moi j'aimerais travailler soit plutôt dans l'événementiel, enfin dans le lancement de projets, lancement de produits pour des marques, ce genre de choses. Ou alors dans le commerce pur et dur, être commercial pour une entreprise. Moi c'est plutôt ça qui me plaît. Tout ce qui est conseil audit, moi justement ça me parle pas. Mais après je connais pas forcément beaucoup, donc c'est pour ça aussi. Cosmic FM, Cosmic et Femme.